Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons d'abord sur cette vidéo improbable d'Emmanuel Macron avec les deux youtubeurs McFly et Carlito. Nous analyserons ensuite l'énorme bobard des médias qui nous ont assuré pendant des mois que le virus à l'origine du Covid-19 ne pouvait pas venir du laboratoire de virologie de Wuhan. Puis nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre traditionnelle revue de presse. Et enfin, nous vous parlerons gros sous en vous révélant des chiffres très bien gardés, ceux des aides publiques à la presse. Immédiat numéro 350, c'est parti. Et l'image de la semaine, eh bien, c'est celle d'Emmanuel Macron, le président de la République. Et Jean-Yves, le président de la République française, était dans les locaux de l'Élysée avec deux youtubeurs, McFly et Carlito, deux youtubeurs stars, un petit peu sur cette plateforme américaine. Alors Jean-Yves, eh bien, ils ont eu ce qu'on appelle un concours d'anecdotes, l'un contre l'autre, avec un gage pour le perdant, sauf que les deux ont été à égalité. Du coup, les deux gages seront appliqué, et en l'occurrence celui d'Emmanuel Macron, eh bien, ce sera de faire son prochain grand discours présidentiel avec sur son bureau les portraits des deux youtubeurs. Voilà, alors c'est intéressant à de nombreux types. Bon, d'abord, Macron a joué l'adolescent quadragénaire avec les deux youtubeurs faisant des pirouettes, faisant des grimaces. Bon, mais qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est une opération de communication croisée. De communication croisée, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui connaissent Macron, mais qui ne connaissent pas les youtubeurs. Donc, ils vont les connaître par cet intermédiaire. Et il y a un certain nombre de gens, ça va peut-être paraître bizarre, notamment parmi les jeunes, les gens qui suivent Carlito et McFly. Les 8-30 ans, les 8-35 ans, ou 12-30 ans, 12-35 ans. C'est vrai que dès 8 ans, les jeunes regardent des youtubeurs maintenant. Qui ne connaissent pas Macron, et donc qui ont découvert Macron, qu'ils ont dû trouver plutôt décontracté, on va dire. Voilà. Bon, donc c'est une opération de communication croisée. Ça a l'apparence de la transgression, mais ce n'est pas de la transgression, parce que ce qui aurait été la transgression, c'est de maintenir une certaine distance, et non pas de la jouer copain, un petit copinage un peu forcé, parce qu'évidemment, tout ça a été monté et scénarisé, il n'y a pas grand-chose de spontané. Mais c'est une opération de com, tout simplement, de campagne électorale. Hein. Oui, voilà, faut pas dire autre chose. C'est un petit peu le regard des médias. Hein. Alors, il y a eu une fascination générale sur cette opération-là, hein, dans les médias, qui en ont énormément parlé. Et puis, globalement, on parle... Par exemple, on a Le Monde, hein, dans une chronique, qui parle d'un joli coup marketing. Marianne, qui parle d'une opération séduction 2.0 auprès des jeunes. Le Figaro, qui est beaucoup plus critique, qui donne la parole à Mathieu Slama, qui déclare qu'il s'agit d'une vidéo qui ne fait honneur ni à la politique, ni aux influenceurs, ni à la jeunesse, en parlant d'une vidéo rabaissante et vulgaire. On a Présent, qui fait sa une, Guignol à l'Élysée. Oui, c'est un assez bon titre. Ouais, c'est un bon titre. Oui, le spectacle de Guignol. Et on a Gabriel Cluzel, qui tweet « Se laisser tirer la langue, mettre leurs photos sur son bureau, briser les codes, c'est éculer jusqu'à la nausée. » C'est respecter les codes avec humilité pour protéger la fonction qui serait aujourd'hui transgressif. Très bonne expression. Bon, alors les médias là, que vous avez cités sont
globalement critique, à part Le Monde qui a un petit côté admiratif sur la performance. Bon, ça s'explique à la fois par la clientèle de la presse écrite et même de certains médias audiovisuels. Et puis, il y a aussi une certaine jalousie, parce que c'est vrai que ces influenceurs, avec leurs 6 millions d'abonnés, ils comptent aussi dans la fabrication de l'opinion. Et après tout, Macron, il fait des opérations de com en se déplaçant pour rencontrer des journalistes, là où il y a eu des événements. Là où il se fait une opération de com avec des influenceurs dans une émission, on peut dire, de divertissement. Ah oui, c'est du ça. divertissement Pur et dur, de YouTube, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement, il y a peut-être une petite pointe de jalousie, ce qui n'empêche pas que le concept même de cette émission-là est quand même, de ce concours d'anecdotes, cette vidéo YouTube est quand même très spéciale. Hein, et accessoirement, alors avec la photo, les gages, les photos des deux zigotos sur le bureau de l'Élysée, je suis pas sûr que ça contribue quand même complètement à la crédibilité internationale de Macron. Je suis pas sûr que le président chinois, que le président russe trouve ça très très sérieux, hein. Enfin, le président Erdogan, vous voyez, je suis éclectique dans mes propositions, dans mes comparaisons. Bon, voilà. Oui, c'est vrai que ça fait pas sérieux du tout, c'est quand même ridicule. Accessoirement, mettre les gus dans les avions de la patrie de France, c'est aussi une manière de dire à l'armée, c'est moi qui commande et qui vous impose ce que j'ai envie de faire. Voilà. Parce que c'était leur gage à eux, ils auront alors ceci étant, un tour bon dans la courage patrouille de France. quand même, parce que si les pilotes sont un peu taquins, ça risque d'être un voyage qui leur laissera des souvenirs. Ça peut chambouler un peu. Oui, quand même, oui. Passons au premier sujet, l'énorme bobard des médias sur l'origine du Covid-19. La cérémonie des Bobards d'Or aura lieu le 14 juin prochain. Jean-Yves, vous confirmez, c'est bien au Théâtre du Gymnase. 14 juin prochain, 19h, au Théâtre du Gymnase, absolument. Donc ça va être une belle cérémonie. Des Bobards, il y en a eu. Ça a été en plus un petit peu retardé par le Covid, etc. Néanmoins, ça aura lieu. Et on va présenter à nos téléspectateurs, un peu en exclusivité, un bobard qui sera présenté dans la catégorie Bobid 19 cette année et qui est dans l'actualité aussi. C'est pour ça qu'on vous en parle. Pendant des semaines, les médias ont répété, qui voulait l'entendre, que l'hypothèse selon laquelle le virus SARS-CoV-2, qui est donc à l'origine du Covid-19, cette hypothèse selon laquelle ce virus serait sorti du laboratoire de Wuhan ou d'un laboratoire en règle générale, c'était une hypothèse complotiste. Voilà le discours médiatique pendant des mois. Finalement, de nombreux experts expliquent aujourd'hui qu'il s'agit d'une possibilité bien réelle. Et Jean-Yves, c'est un peu un retournement de veste général. C'est un retournement de veste général. D'abord, ils étaient imprudents. Il y avait deux hypothèses. Il y avait deux hypothèses. L'hypothèse de l'évolution naturelle et l'hypothèse de la sortie de laboratoire. Il ne fallait pas trancher. Il fallait dire il y a deux hypothèses. Comme, je fais un retour, comme pour l'incendie de Notre-Dame, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse accidentelle et il y a l'hypothèse criminelle. Il ne faut pas fermer une hypothèse par rapport à une autre tant qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Or, c'est ce que les médias font. Très vite, ils le font en diabolisant ceux qui évoquent l'hypothèse. On diabolise une hypothèse. Nous avons évoqué le sujet, vous vous en souvenez, il y a plus d'un an, il y a 15 mois. On l'a évoqué dès le mois de mars. Mais on l'a évoqué comme hypothèse. On n'a pas dit, il est sorti du laboratoire, le virus. Non, on a dit, ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Le doute, le questionnement. Les médias, pas de questionnement. Il y a la bonne solution. Et il y a les méchants complotistes. C'est exactement ça, parce qu'il y a eu la diabolisation par l'accusation de complotisme, avec notamment un sondage très commenté par la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationnisme, donc qui a été repris par BFM, par Nice Matin, par Le Monde, évidemment. Comment le coronavirus est devenu un terrain fertile pour les théories du complot. Voilà. Toujours dans Le Monde, quelques jours plus tard, on a eu cet article des décodeurs, l'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. Donc vous voyez que Le Monde y a été quand même fort. Oui, alors avec des références tout à fait dans le style du Monde. Valérie Gounet, qui est une militante d'extrême gauche. Et membre de l'Observatoire du conspirationnisme. La Fondation Jean Jaurès, l'Observatoire du conspirationnisme. Alors, il faut voir quand même qui est derrière ça.
La Fondation Jean Jaurès, c'est une association de gauche, une fondation de gauche. Très à gauche. Très à gauche, qui bénéficie de subventions importantes du gouvernement, du Parlement et d'un certain nombre de grandes entreprises privées. Voilà, donc on voit... La vie est belle pour eux. La vie est belle pour eux, c'est un élément du système. Ouais. Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme, avec M. Rudi Reichstadt, qui est lui aussi un militant d'extrême gauche, eux, ils bénéficient de subventions publiques, directement ou indirectement, et notamment de subventions de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et surtout de la DILCRA. La DILCRA est un organisme de propagande gouvernementale, antiraciste et anticomplotiste. Eh bien, voilà à quoi sert l'argent public, à refuser d'examiner tranquillement des hypothèses qui peuvent s'avérer fausses, mais qui en l'occurrence ont plutôt tendance à s'avérer exactes. C'est peut-être encore prématuré pour le dire, mais probable. Alors on va voir que Le Monde et les médias de presse écrite n'étaient pas seuls avec cet extrait du journal télévisé de 20h de TF1. Sans surprise, cette crise sanitaire, elle est une aubaine pour les contestataires et autres mouvements complotistes. Je vous propose de regarder cette enquête signée Antoine de Pressigou, Thierry Valta et Juliette Robichon. Chauve-souris ou pangolin, le coronavirus est d'origine naturelle, c'est une certitude. Et pourtant... C'est des amis qui me l'avaient dit, qu'apparemment ça partirait d'un laboratoire franco-chinois. Moi je penserais plus pour un test dans un laboratoire qui a mal tourné, c'est clairement. Marine Le Pen elle-même semble se poser la question. Que des gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine, entre guillemets, naturelle, ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire, est une question qui me paraît être une question de bon sens. Jamais une théorie du complot n'a connu un succès aussi rapide. Il est parfait ce reportage de TF1, le ton, n'est-ce pas c'est une origine naturelle, c'est une certitude. Ouais. C'est une certitude. Ouais, c'est incroyable. Et puis alors, pour bien montrer comme on oppose des sachants, c'est-à-dire les hommes des médias, les gens soucieux des convenances, on interroge deux types qu'on présente un peu avec un certain mépris, parce qu'ils reprennent au fond l'hypothèse qui va s'avérer plus que sérieuse. Et donc on a vraiment... l'opposition des sachants qui sont dans les convenances, et donc les convenances, au moment de ce reportage, c'est de dire c'est une origine naturelle. Ouais. Le pangolin a été lancé pour ça. Parce que c'est formidable, le pangolin, c'est un animal sorti de très loin, et donc ça mystérieux, donc ça fait rêver le pangolin. Voilà. C'était une superbe opération de détournement d'attention de pangolin. En tout cas, on voit qu'à l'époque, les médias étaient très, ils étaient sûrs d'eux-mêmes, clairement. Sauf que Jean-Yves, eh bien, on a eu des doutes de plus en plus avérés, mais il fallait peut-être s'éloigner un peu de la France pour le savoir. Oui. Alors, on a eu effectivement des doutes avec des articles qui ont commencé à apparaître dans le Daily Mail. Voilà. On vous en a parlé. Oui. Il y a eu aussi une étude je crois, du CNRS. Oui, ça, c'est dans le journal du CNRS. Qui posait la question. On vous en a aussi parlé. Toujours avec prudence. Toujours avec prudence. Et aujourd'hui encore, nous restons prudents. Parce Bien sûr, c'est pas sûr du tout. Il n'y a pas de certitude. Exactement. Simplement, la bonne attitude, c'est de s'interroger. C'est pas de dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. C'est parfois plus compliqué. Alors justement, on a eu quand même quelques doutes, ce qui a amené certains rares journalistes à poser quelques questions. Et vous allez voir qu'en phase 2, parfois, il y avait beaucoup de certitudes. Exemple avec Jean-Jacques Bourdin qui pose la question à Karine Lacombe. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire ? Non, je n'y crois pas. Parce que j'ai vu de nouvelles études, de nouvelles questions sont posées autour de ça. Vous avez vu ? Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas. On ne trouve pas de traces dans le génome que l'on connaît bien maintenant, de traces, on va dire, artificielles ou construites par l'homme dans le génome. Donc non, je n'y crois pas. Alors, Bourdin a fait plutôt le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est Karine Lacombe qu'on présente comme une scientifique. Parce qu'elle est scientifique. Bon. Qui avait fait d'ailleurs l'apologie d'un médicament qui s'avérait inefficace, le Remdesivir. Sur le Covid-19, elle a été moyenne, ça c'est clair. Mais elle emploie 4 ou 5 fois le mot « je n'y crois pas ». Je n'y crois pas, je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'elle est dans le domaine de la croyance, alors que quand on raisonne en scientifique, on doit être dans le domaine du doute. À la limite, elle aurait pu répondre « ça ne me paraît pas l'hypothèse la plus probable ».
Oui, voilà ce qu'elle aurait pu répondre. Voilà ce qu'elle aurait pu répondre, si elle était scientifique. Ouais. Mais elle n'est pas scientifique. Ouais. Elle est là pour faire la promotion de la politique gouvernementale et de la promotion des intérêts de certains laboratoires pharmaceutiques. Pas plus ni moins. Alors en tout cas, on a vu, Jean-Yves, que les médias avaient donc d'abord une position et puis que peu à peu, face au retournement de situation, avec de plus en plus de publications scientifiques qui appelaient à évoquer cette hypothèse comme possible, eh bien les médias ont donc retourné leur veste. On a une illustration avec France Info qui, le 2 février 2020, parlait donc de cette sortie d'un laboratoire de Wuhan comme d'une rumeur propagée sur les réseaux sociaux. Et le 8 novembre, quelques mois plus tard, l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire serait-elle finalement crédible? La question est donc posée, et cette semaine, on a, entre autres exemples, parce qu'il y a beaucoup d'articles médiatiques sur cette question, un article du MIT, des experts appellent à une réelle investigation concernant l'origine du Covid-19, et France Culture qui prend un peu de recul. Longtemps cantonnée à une banale fake news, l'hypothèse d'une fuite du SARS-CoV-2 d'un laboratoire de Wuhan ressurgit. Quelles sont les preuves dont dispose la communauté scientifique? Donc on voit, Jean-Yves, qu'on commence à se poser des questions. La fake news d'hier est parfois la vérité d'aujourd'hui. Alors, les médias auraient pu faire preuve d'un peu plus de prudence, parce qu'il y a déjà eu des cas de sortie de virus de laboratoire. Bon, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Je crois que vous avez quelques exemples, d'ailleurs. Oui, alors quelques exemples qui sont parus dans un article scientifique publié en 2014. On a, par exemple, la variole à Birmingham en 1977, qui est sortie d'un laboratoire. L'encéphalite équine au Venezuela en 1995. Le H1N1 en 1977, le SRAS dans les années 2000, qui est aussi sorti de laboratoire. Et d'ailleurs, en parlant du SRAS, on a eu en 2014 une disparition de plus de 2000 tubes contenant des échantillons du virus SRAS. On n'a jamais su où ils étaient. Donc, Jean-Yves, on voit que les sorties de laboratoire, c'est quand même possible, mais les médias n'ont pas cherché. Le vrai travail des médias aurait été d'examiner cette hypothèse sereinement, avec effectivement tout de même ces rappels historiques qui prouvent que ça peut arriver. Exactement. Est-ce que c'est arrivé dans ce cas particulier ou pas? Il y a encore un peu tôt pour le dire, mais ça peut arriver. Le doute. Jean-Yves, pourquoi il y a eu finalement cet aveuglement médiatique général sur cette question-là? D'abord, il y a l'effet boule de neige dans les médias. Tout le monde dit un peu la même chose. Il y a le fait que Trump, on était en campagne électorale, Trump marquait quand même quelques doutes. Oui, il l'appelait le virus chinois. Il l'appelait le virus chinois, donc c'était pas bien. Voilà, et donc on s'est engagé du côté de ce qu'on pensait la vérité face aux méchants complotistes. Conformisme et anti-Trumpisme expliquent une partie de la paresse. Ça n'est pas incompatible. Et il y a peut-être la paresse médiatique aussi, parce qu'effectivement, faire des recherches sur l'histoire, oh là là. S'il fallait travailler, alors là, où irait-on? Bon, en tout cas, il y en a qui ont bossé. C'est ceux qui ont cherché des bobards toute l'année passée pour les présenter à la cérémonie des bobards. Donc, on le rappelle, c'est ce 14 juin. Donc, lundi 14 juin, 19h, au théâtre du Gymnase. Il y aura encore quelques contraintes sanitaires, mais la jauge devrait être des 2/3. Donc, ceci étant, je conseille quand même à ceux qui veulent venir de ne pas tarder pour s'inscrire, parce qu'il y aura un moment où nous serons probablement obligés de fermer les inscriptions. Donc, si vous voulez être sûr de venir au Bobard d'Or, inscrivez-vous. Rendez-vous sur le site bobardor.fr. Et nous, on va passer à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, Jean-Yves, on va s'intéresser à une attaque concertée ou pas, mais une attaque multiple et simultanée contre le terrorisme d'ultra-droite. Oula. Ça a commencé par un article de Mediapart, le terrorisme d'ultra-droite, en 3 parties, dont 2 sont déjà publiées. Donc, ultra-droite, anatomie d'une nouvelle menace terroriste. On a également eu un dossier de la Croix avec une une effrayante, un terrorisme d'ultra-droite, une autre menace. Et on va écouter Marie Boëton, journaliste à la Croix, qui nous parle de ce dossier. Les services de renseignement, les policiers, les juges antiterroristes sont catégoriques. Cette menace d'ultra-droite va crescendo. Pour preuve, depuis 2017, pas moins de 6 attentats d'ultra-droite ont été déjoués dans notre pays, et encore un très récemment, il y a une quinzaine de jours.
Oui, alors, c'est sûr, la menace d'ultra-droite en 5 ans, 0 mort. La menace du terrorisme islamique en 5 ans, 250 morts. Et aujourd'hui, on a un attentat par mois, à minimum. Mais c'est l'objectif de faire des fausses balances, des fausses fenêtres. Honnêtement, c'est un dossier qui a été donné par les services de police, et je dirais même dire de manipulation policière. Alors ils ont donné ça à Mediapart, ils ont donné ça à La Croix. Ils ont donné ça au Monde aussi. Et au Monde, et les autres ont repris. Alors c'est pas étonnant si vous voulez, parce que vous avez quand même dans l'appareil d'État un certain nombre de gens qui aiment bien ça. Vous avez Monsieur Nunez, qui est l'ancien directeur de la DGSI, qui est chef coordinateur du renseignement à l'Élysée. Bah, ça fait partie de ses activités normales. Même le propre directeur de cabinet de Monsieur Darmanin, Pierre Bousquet de Florian, il a fait une carrière assez étrange. Il a été à la tête de la DST. À l'époque, la DST avait monté un dossier Clearstream contre Sarkozy. Donc c'est des gens qui aiment bien ça, et la presse aime bien ça aussi, quoi. Et là, c'est contre l'extrême droite. C'est dans le contexte général. Quand on parle des attentats déjoués, alors peut-être que dans le lot, il y en a quelques-uns qui seront peut-être véritables attentats, mais sinon c'est souvent des projets d'attentats manigancés par des gens qui sont complètement... C'est des propos, avant on aurait dit des propos de bistrot. Ouais, voilà. C'est pas un attentat. Si on considère qu'il y a un projet d'attentat à partir de propos de bistrot ou de propos de réseaux sociaux, bon, alors là, il y en a pas 5 ou 6, il y en a beaucoup. Après, on monte l'affaire et puis on fait du média. Voilà. En tout cas, on note quand même... On se souvient, on a parlé la semaine dernière de l'affaire de Châtellerault, où un homme a eu la vie pourrie pendant 17 ans pour une affaire qui relevait d'un sous-montage policier. Voilà, faut pas oublier ça. Et quand même, ce qui est incroyable aussi à noter dans le travail de La Croix, c'est les visuels pour illustrer les propos sur la menace terroriste. Un visuel avec une photo d'une opération de génération identitaire et une autre d'une manifestation d'Action française. C'est absolument délirant. C'est l'amalgame. C'est l'amalgame. D'ailleurs, tout ça est quand même, si vous voulez, il y a l'amalgame, on parle de terrorisme, on met génération identitaire. Génération identitaire, on le dissout. Et maintenant, vous avez le discours des ministres macroniens ou des relais macroniens sur le Rassemblement national, ennemi de la République. Tout ça marche ensemble. C'est évidemment une opération de manipulation politicienne et de propagande. Bien relayée par les médias. Auquel se prêtent les médias subventionnés. La Croix, 4,7 millions de subventions. En 2019, Ça fait beaucoup par lecteur. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Ouh là là. Alors, on va passer à un autre sujet, mais un petit peu relié. En Allemagne, le président de l'AfD, Jean-Yves, a été perquisitionné à son domicile pour un post Facebook stigmatisant les migrants. Il faut aller lire la presse allemande pour le lire, pour impression. Die Welt, qui parle donc de déclarations contre la sauveteuse en mer Carola Rackete. Donc la sauveteuse en mer, ce sont les propos de Die Welt. Donc le parti AfD est soupçonné d'avoir posté une photo de Carola Rackete avec la phrase « J'ai importé la torture, les violences sexuelles, le trafic d'êtres humains et des meurtres ». Et Die Welt conclut, il aurait pu stigmatiser un certain groupe de personnes, les réfugiés, comme des criminels selon les soupçons du procureur. Certains le sont, oui. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, donc, ce n'est pas le patron de l'AfD, c'est le patron de l'AfD en Thuringe. Oui, très juste. L'AfD étant le premier parti allemand en Thuringe. Hein. La Thuringe, c'est le cœur de... C'est le cœur de l'Allemagne, hein. C'est Weimar, c'est voilà. En tout cas, il était perquisitionné. Et donc, il est perquisitionné pour un tweet, perquisitionné à son domicile. Ouais, c'est incroyable. C'est évidemment quelque chose qui est une atteinte aux libertés. Bon, ceci étant, c'est le genre d'événement à mettre en parallèle en France avec la dissolution de Génération Identitaire. C'est la même logique totalitaire des pouvoirs en place. Et pas un mot dans les médias français, en tout cas à l'heure où on a tourné l'émission, on a fait les recherches, il faut aller sur F de Souche, et effectivement, il y a eu beaucoup plus de mots pour une autre persécution contre un autre opposant dans un autre pays, puisque ce qui a agité, Jean-Yves, les médias français ces derniers jours, c'est l'affaire biélorusse.
avec un opposant qui a été arrêté à l'aéroport de Minsk après un atterrissage d'urgence d'un vol qui reliait 2 pays de l'Union européenne qui survolaient la Biélorussie. Une manœuvre un petit peu spéciale, effectivement. Les médias se sont révoltés. Loukachenko a franchi une certaine ligne. Donc c'est le titre du Monde qui reprend des paroles d'opposants en exil. France Info qui fait un direct sur la Biélorussie. Emmanuel Macron dénonce un acte inacceptable. L'éditorial du Monde... Biélorussie, l'impunité n'est plus une option. Avec ces propos, l'opération biélorusse, soutenue par Moscou, fragilise un peu plus un système juridique international constamment attaqué par les régimes autoritaires. S'il veut préserver un minimum d'ordre sur la planète, le monde démocratique se doit de réagir avec fermeté et unité. L'impunité n'est plus une option. Voilà l'éditorial du Monde. Ça, c'est un petit éditorial bien va-t-en-guerre, hein. Non, mais c'est fou. Bien va-t-en-guerre. Alors, on a d'autres papiers partout sur la Charente Libre. Il y a eu un édito, donc ça, c'est pour la PQR. L'opinion libérée, Roman Protasevich, qui est l'opposant. Bref, Jean-Yves, ça a été un émoi journalistique total. Oui, alors on n'a pas du tout eu le même émoi en 2013, quand l'avion, là, c'était pas l'avion d'un kidam, l'avion du président bolivien, du président de la Bolivie, a été interdit de survol d'un certain nombre de pays, dont la France, et détourné, dont la France, parce qu'il venait de Moscou, et il était soupçonné d'avoir à son bord Snowden, le dissident Snowden. Était soupçonné d'être au bord de cet avion, donc la France a interdit le survol parce qu'elle craignait que le président se pose et que Snowden demande l'asile. Alors si un type qui mérite l'asile se met à demander l'asile, c'est pas possible. Non, mais quand on y réfléchit, c'est incroyable parce que on a frontière ouverte pour le moindre Africain subsaharien qui vient se toquer à la porte, on lui ouvre les portes en grand. Mais alors le dissident réfugié en Russie, on ne veut pas qu'il demande l'asile. C'est incroyable. Ouais. Alors, et donc l'avion a été finalement obligé d'être détourné sur l'Autriche, où il a dû se poser parce qu'il ne pouvait pas ensuite avoir assez de carburant pour traverser l'Atlantique. Avion fouillé. L'avion du président, contrairement à tous les usages diplomatiques, avion fouillé, bloqué pendant 12 heures. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas trouvé Snowden, qui prudemment est resté en Russie. Et honnêtement, on lui conseille de rester en Russie. C'est un pays où il est en sécurité, alors qu'ailleurs, il risquerait de finir dans les geôles américaines. En tout cas, c'est sûr que les médias en avaient fait beaucoup moins à l'époque que ce qu'ils font aujourd'hui pour la Biélorussie. Autre actualité, retour en France, Jean-Yves, avec une actualité médiatique qui concerne le CSA, le fameux Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec un remplacement de Michel Léridon par Anne Grand-Desnon. Et Jean-Yves, c'est une personne qui a un beau CV pour la remplacer. Oui. Alors, c'est pas la tête du CSA, c'est dans les organes du CSA. C'est dans les organes du CSA et pour assurer le pluralisme, notamment. C'est-à-dire si c'est nécessaire. Alors, d'abord, elle a un beau CV. Elle a été chargée des relations institutionnelles de France Télévisions. Quand on dit chargée des relations institutionnelles, ça veut dire lobbyiste. Hein, voilà. Bon. Et puis, là, elle occupait un poste tout à fait extraordinaire. Elle était directrice, donc toujours à France Télévisions, je cite, de la réglementation, de la déontologie et du pluralisme. À France Télévisions. À France Télévisions. Donc sous le même Orwell, dans 1984, il n'avait pas imaginé un titre pareil. On est dans la novlangue pure. Quoi. La déontologie et le pluralisme de France Télévisions. Donc maintenant, elle va s'occuper de déontologie et du pluralisme au CSA. Donc pour tous les médias. Elle va étendre son empire dans tous les médias. Et on nous dit d'ailleurs, dans les articles qui commandent cette nomination, c'est très important au moment où l'élection présidentielle arrive. Et d'ailleurs, dans Le Monde, on note qu'elle a une grande expertise sur le pluralisme. Ah c'est sûr. Ah, oui. C'est impressionnant. Eh bien, en parlant de pluralisme, on va regarder la séquence de la semaine, une des séquences de la semaine. C'était durant l'entretien de Sonia Mabrouk sur le plateau de Quotidien face à Yann Barthès. Et vous allez le voir, elle a de la répartie. Vous allez me répondre non, mais est-ce qu'il y a une idéologie à CNews ? Une idéologie ? Ouais. Non, absolument pas. Pas Il y en a une à Quotidien ? Non, pas spécialement. Vous êtes sûr ? Ouais. Bon, alors même chose à CNews. Donc, vous semblez en douter ? Pas du tout. Non ? Éric Dupond-Moretti en pense aussi. Tout comme vous ne doutez pas.
Donc quand on dit que CNews est une chaîne de droite, c'est faux. Non, c'est faux. Enfin, qu'est-ce qu'une chaîne de droite? Moi, je n'ai pas un plateau où je n'ai pas eu à la fois, ce matin encore, à la fois des gens de gauche, de droite. Enfin, c'est une chaîne d'opinion et de débat, ça c'est sûr. Voilà, alors, vous savez qu'est-ce qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et qu'est-ce qu'un idéologue? C'est quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Ça, c'est la définition de Quotidien. Et Sonia Mabrouk a tout à fait raison. CNews est une chaîne d'opinion au pluriel. Ouais. D'opinion, car il y a des opinions diverses. Alors que la majorité des chaînes sont des chaînes d'opinion au singulier, d'opinion politiquement correcte. Et quand Yann Barthès dit qu'il n'y a pas d'idéologie à Quotidien, c'est un beau bobard. Hein. C'est la déconstruction, pas le dénigrement, globalement, l'idéologie de Quotidien. Voilà. Ouais, et puis sur le plateau de Quotidien. Et le ricanement. C'est déconstruction, dénigrement, ricanement. C'est une idéologie. Voilà. Bon, en tout cas, il y a parfois un petit peu de pluralisme à Quotidien. De temps en temps, c'est une fois tous les 6 mois, ils invitent quelqu'un qui n'est pas de gauche. Bon, oui. Mais assorti dans un contexte c'est très rare, de dénigrement quand même. Voilà. Toujours. Mais Sonia Mabrouk s'est bien défendue. Passons au deuxième sujet, les aides à la presse, pluie d'argent public sur les médias en 2019. Le montant et la validation des aides à la presse sont des secrets bien gardés, mais la semaine dernière, le média La Lettre A publié un article éclairant, titre par titre, comment se répartissent 225 millions d'euros d'aide à la presse, c'était en 2019. Le média a pu accéder un peu par hasard aux données concernant cette année 2019, grâce à un document Excel caché au milieu de milliers d'autres documents qui étaient en accès libre sur les serveurs gouvernementaux. À noter que ces données concernent les aides directes et pas les aides indirectes, qui sont nombreuses. On peut citer par exemple le taux super réduit de TVA, les exonérations sociales, les aides postales ou encore les subventions très importantes à la messagerie de presse Presstalis, qui a d'ailleurs fait faillite l'an dernier. Et Jean-Yves, les chiffres sont édifiants. Et la diffusion par d'autres moyens que les messageries de presse, etc. Donc là, en gros, on a les chiffres, ça représente à peu près 10% du total. Mais ça permet, en ordre de grandeur. Mais on a les chiffres là, donc, de ces aides directes qui sont qu'une toute petite partie du total. Alors c'est assez intéressant parce que tous ces journaux sont la propriété de milliardaires. On va énumérer. Le Parisien, 13,6 millions d'euros de subventions. Propriétaire, Arnaud, LVMH, une des principales fortunes françaises et mondiales. Le Figaro, 6,6 millions d'euros, famille Dassault, une des grandes fortunes. Libération, 5,9 millions d'euros, Drahi, encore un milliardaire. Le Monde, 5-6 millions d'euros, là on tombe dans le groupe Pigasse, Niel, et on retombe sur des milliardaires. La Croix, 4-7 millions d'euros, alors c'est le groupe Bayard, là c'est un peu moins évident. On arrive sur l'Humanité, 3,3 millions d'euros. Alors là, ça fait beaucoup par lecteur. C'est le plus aidé en... Alors vous allez dire, l'Humanité, non, il n'y a pas de milliardaire derrière. Eh bien si, il y a Lagardère derrière. Lagardère derrière, donc, vous voyez, on retrouve un milliardaire. Et puis on termine par l'Opinion, 1,9 million d'euros, et les Échos, 1,6 million d'euros. Là, on est à nouveau dans l'empire Arnaud, LVMH. Donc vous voyez, les contribuables, saignez-vous les contribuables, il faut aider les médias. Des milliardaires. Jean-Yves, ces montants sont quand même énormes. Oui, et ils ne représentent qu'une toute petite partie de la réalité. Alors, il y a quand même un cas qui est hors catégorie, celui de l'AFP. Alors, l'AFP, 124 millions d'euros, mais là, l'AFP, c'est la matrice à bobards, donc il faut quand même injecter... Il faut du carburant pour les bobards. Il faut du carburant. Non, mais c'est incroyable, 124,5 millions d'euros, voilà, donc c'est des chiffres, on l'a dit, Jean-Yves, qui sont difficiles à obtenir, tout simplement, parce que le gouvernement s'oppose à leur publication. Roselyne Bachelot s'est expressément opposée à cette publication. Il y a eu une transparence avec Frédéric Mitterrand, qui avait été annulée ensuite, suspendue dans le jargon administratif. Finalement, à la suite d'une saisie de la commission d'accès aux documents administratifs, le ministère a récemment répondu que le document récapitulant ces aides était en voie de finalisation et qu'il serait prochainement diffusé, sans plus de précision. Parce que théoriquement, on devrait le savoir, théoriquement. C'est très simple, il y a quand même des mandats de paiement.
Hein non, mais oui, voilà, donc c'est extrêmement simple. Hein. Oui, a priori, ça me prend beaucoup de temps à finaliser. Extrêmement simple. Hein. Alors, ça, c'est vraiment de l'opacité, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a des aides directes, indirectes. Enfin, tout est très complexe à quantifier. Jean-Yves, c'est un sacré bazar, quoi, tout simplement. Oui, et évidemment, l'association des médias, ils souhaitent pas trop qu'on sache leurs petits arrangements. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. On a une citation d'ailleurs, Check News qui parle de cette question-là. Donc Alliance Presse, qui est donc l'organisme d'Alliance des médias, s'oppose à cette publication. Les éditeurs ne sont pas favorables à la publication des aides par titre. Ce n'est pas juste de se focaliser uniquement sur la presse. Bah non, bien sûr. Mais les subventions, c'est public. Ah oui. L'État publie normalement un document épais, ça doit être sur Internet d'ailleurs, qui doit faire cette épaisseur-là de subventions attribuées. Mais c'est pareil, les communes, elles doivent rendre public leurs subventions, les régions, elles doivent rendre public, les départements rendent public, mais c'est extrêmement difficile d'accès, et c'est jamais sur Internet. Ouais, mais là, concernant la presse, il y a quand même un devoir de transparence d'autant plus grand, à mon avis, c'est que on est sur de l'impact sur l'opinion. Oui, mais la presse, elle veut bien informer, bien désinformer, mais pas sur elle-même. Oui, c'est vrai, ça veut être très juste. Et la presse est pour la transparence dans plein de domaines, mais pas sur les aides qu'elle reçoit. Ah là là, non, c'est sacré ça. Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Oui, alors, un nouveau numéro d'Éléments, toujours excellent, 100 pages passionnantes. Alors, ils ont titré sur un livre d'Alain de Benoît qui était Jésus, qui est intéressant sur le plan historique, mais l'essentiel du numéro, c'est un dossier sur l'identité, c'est un dossier qui parle de génération identitaire, c'est un dossier qui fait un portrait tout à fait intéressant de F. de Souche. Ah, Pierre Sautarel. Ouais, très intéressant. Très bon portrait. Pierre Sautarel, c'est quand même quelqu'un qui est à la source de beaucoup d'informations, de réinformations, d'informations, et qui nous sert beaucoup à Immédiat. Donc, absolument, c'est le premier blog de réinformation de France et depuis un certain nombre d'années. Vraiment un super travail. Il y a un article sur Julien Regis, votre ami Regis, qui a fait connaître Nietzsche à une génération qui regarde Mike Floyd et Carlito. McFly et Carlito. Et sachant que Julien Regis est sur YouTube, et il vaut mieux s'abonner à sa chaîne, et à la chaîne de TVRT bien sûr, qu'à la chaîne de McFly et Carlito. Ça, c'est voilà. Et puis, il y a un article d'un portrait là, de génération identitaire par Bousquet. C'est vraiment tout à fait intéressant. Et enfin, un débat entre Coussidière et Michel Geoffroy sur l'assimilation. Voilà. Puisque Coussidière a fait un livre, éloge de l'assimilation, et Michel Geoffroy a parlé d'impossible assimilation. Donc c'est un débat tout à fait intéressant. D'ailleurs, on voit bien que Coussidière, en dehors du titre sur l'éloge de l'assimilation, il n'y croit pas beaucoup. Ah, bon. En tout cas, il faudra lire ce numéro qui, effectivement, a l'air passionnant. Et bien, Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, diffuser cette émission autour de vous au maximum, c'est très important. Et puis Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.